Viva Culture, l'actualité des arts vue par l'association Maison de la Culture du Havre. Présentée par Isabelle. Viva Culture, l'émission de la culture dans toutes ses découvertes. Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Viva Culture. Alors aujourd'hui c'est l'instant poésie avec Mathieu Amance. Il s'intéresse à Laurence Viel, qui est actrice, metteuse en scène et écrivaine belge. Ensuite, je m'entretiens avec Nathalie Le Guillanton, qui est chanteuse et clown. L'instant poésie. L'instant poésie. L'instant poésie Par Mathieu Amance. Chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue dans l'Instant Poésie. Il est aujourd'hui consacré à Laurence Viel, actrice, metteuse en scène et écrivaine belge, née à Bruxelles en 1968. Laurence Viel compte à son actif beaucoup de publications de poésie, notamment dans la décennie entre 2010 et 2020 chez Maelstrom, Réévolution. J'en profite pour signaler cet éditeur libraire spécialisé en poésie à Bruxelles, dont j'ai eu la chance de franchir le seuil de la boutique en novembre 2023 et d'être accueilli par Laura Schlichter, poétesse qui n'est autre que l'autrice du superbe recueil Murmuration. Arrêtons-nous sur un format spécifique qu'a expérimenté Laurence Viel, le livre-disque. Elle a notamment reçu le Grand Prix de l'Académie Charles-Cros en 2017 pour son livre-disque Ouf, et elle a réédité ce format-là avec Domo de Poesia, Bouteille à la mer en 2018. Une œuvre issue de son année passée comme poétesse nationale de Belgique dans une quête multilingue à la recherche du centre de la poésie en Belgique auprès de la population locale. Domo de Poesia, Bouteille à la mer, ce sont des poèmes écrits par Laurence Viel pendant le temps de son rôle poélitique de poétesse nationale en 2016-2017, un livre accompagné d'un CD où Vincent Granger, aux clarinettes, au clavier, au son, y apporte son talent de musicien. Des poèmes en lien avec la ville, les mouvements du monde, un voyage en Indonésie, les journées de la femme, de la poésie, une traversée de Saint-Amand, de la Belgique, des mers, du pays de la vie. Un appel à ouvrir chacun une maison de la poésie. Des mots comme bouteille à la mer, Domo de Poesia, qu'on écoute maintenant. Habite une maison de la poëzie, hein? Woon in een huis van de poëzie. Fais de ta maison, fais de ta vie une poëzie, hein? Maak van je huis, maak van je leven een gedicht. À toi qui crois pouvoir décider dans notre pays le cours des migrations qui reste, qui entre, qui sort. Jij die in ons land denkt te kunnen beslissen hoe de migratie moet lopen. Wie blijft, wie binnen mag, wie weg moet. Je désire te dire qu'un vaste mouvement de poésie, doux et indéfectible, vague sismique, déferle sur la Belgique. Nous sommes de plus en plus nombreux à réveiller nos êtres par la force du poème. We zijn met steeds meer mensen van wie het wezen ontwaakt, dankzij het gedicht. Nous sommes bientôt 10 millions, nous les poètes de ce pays. Weldra zijn we met 10 miljoen, wij dichters van dit land. Les mots désir, Verlangen, accueil, welkom, impulsion, opwelling, présence, aanwezigheid, ouverture, openheid, insurrection, verzet. vibrent dans nos langues pour lever une constituante. Nous remplaçons le mot frontière par ligne de bienvenue. Nous désirons que les écoles du pays soient joyeusement multilingues et que chaque enfant d'ici apprenne l'art de la paix et de la poésie. En dat elk kind van hier de kunst leert van vrede en poëzie. Nous désirons que tu descendes dans la cité, écouter la parole du passant, du marcheur, du voyageur, de l'arpenteur. Nous désirons qu'aucun habitant ici ne souffre du froid et de la faim. We willen dat geen inwoner hier kou of honger lijdt. Nous désirons que le vent qui nous traverse soit l'énergie de nos lumières. Nous, les 10 millions de poètes, désirons cela ardemment.
Wij, de 10 miljoen dichters, willen dat met heel ons hart. Je désire te dire que rien ne nous arrête dans notre désir de désirer la vie. Ik wil je zeggen dat niets ons tegen kan houden het leven te willen. Notre vague sismique douce et indéfectible est une langue de feu plus forte chaque jour des nombreux voyageurs arrivés d'autres terres. Et nous désirons que chaque habitant du pays sur la porte de son logis, maison, arbre, appartement, bagnole, tente ou cabane, pose l'enseigne. En we willen dat elke inwoner van dit land op de deur van zijn woning, huis, boom, appartement, auto, tent of hut dit woord ophangt. Domo de poesia. Au moins une fois par an, s'y dit la parole d'un poète. Fenêtre ouverte, rage essentielle contre la mort de la lumière. Habite une maison de la poésie. Fais de ta maison, fais de ta vie une poésie. Habite une maison de la poésie. Fais de ta maison, fais de ta vie une poésie. Sur Musique 3, à la RTBF, la radio-télévision belge de communauté française, il existe un podcast intitulé « Laurence Viel lit la poésie », dont on retrouve la playlist sur Facebook et qui compte tout de même 230 000 followers. Durant le confinement, chaque jour, la poétesse Laurence Viel fait sonner, scander, rythmer de son souffle lumineux les mots des poètes francophones. Passé cette période, le podcast poursuit son chemin sur un rythme hebdomadaire pour notre plus grand bonheur. Je vous propose d'écouter Jeudi M d'André Chédid, qui a donné lieu à une célèbre chanson de son petit-fils Mathieu Chédid, lue par Laurence Viel. Bonjour, bonjour. Laurence Viel lit la poésie. Jeudi M. J'ai les méninges nomades, j'ai le miroir maussade, tantôt mobile, tantôt tranquille. Je moissonne sans bousculade. Je dis aime et je le sème sur ma planète. Je dis aime comme un emblème. La haine, je la jette. Je dis aime, aime. M, du sphinx dans mon rimeur, pareil au fil du cœur, du Nil dans mes veines, dans mes artères coule la Seine. Je dis M, et je le sème sur ma planète. Je dis M, comme un emblème. La haine, je la jette. Je dis M, M, M. Dans mon miroir défraîchi, je me souris encore. Je reste émerveillé, rien n'y fait. L'amour s'est implanté une fois pour toutes. De cet amour ardent, je reste émerveillé. S'agissant des podcasts, je ne résiste pas à la joie de faire une dédicace à Galatée et Ginko et à leur magnifique podcast sous forme de cabaret littéraire qui avait également été débuté durant le confinement et qui fête aujourd'hui son 24e numéro. J'ai nommé Mange tes mots. Mange tes mots va donner l'inspiration à bon nombre de participants à chaque podcast à travers l'envoi d'un visuel de persifleur illustrant la citation d'un vers d'une poétesse. De toutes les propositions offertes, enregistrées à la voix et parfois accompagnées d'un fond sonore musical, nos comparses Galatée et Ginko produisent un podcast en général d'une durée d'1h30 environ, le tout présenté par la chaleureuse voix de Margot Galatée Ferreira. J'ai eu la chance de participer au dernier podcast, l'Instant Poésie, y a d'ailleurs été mise en valeur. Je ne résiste donc pas au plaisir de vous faire partager la voix de Galatée. Bravo Mange tes mots, on vous embrasse. Comme le jaune au coin des doigts au contact d'une cigarette, cette fuite laissera sur nous ses résidus.
Soufflons la ville après avoir inspiré son soufre. Érigeons nos intérieurs en volume. Et si on continuait de marcher ensemble ? Entamons une promenade aux côtés de Mathieu Amance, poète havrais, instigateur de nombreuses initiatives chaleureuses, telles que des scènes slam, des travaux d'édition avec Ligne d'horizon et l'instant poétique de l'émission Viva Culture sur West Track Radio. Il nous fait parcourir pas à pas sa ville où l'histoire cicatrise. Suivra un night drive riche d'imprévus, en très bonne, quoique sombre compagnie, celle d'une vraie gothique. Je vous propose maintenant d'écouter les vœux de Jacques Brel, lus par Laurence Viel. Bonjour, bonjour. Laurence Viel lit la poésie. Je vous souhaite de souhaiter. Je vous souhaite de désirer. Le bonheur, c'est déjà vouloir. Comme en droit pénal, l'intention vaut l'action. Le seul fait de rêver est déjà très important. Je vous souhaite des rêves à n'en plus finir et l'envie furieuse d'en réaliser quelques-uns. Je vous souhaite d'aimer ce qu'il faut aimer et d'oublier ce qu'il faut oublier. Je vous souhaite des passions. Je vous souhaite des silences. Je vous souhaite des chants d'oiseaux au réveil et des rires d'enfants. Je vous souhaite de respecter les différences des autres parce que le mérite et la valeur de chacun sont souvent à découvrir. Je vous souhaite de résister à l'enlisement, à l'indifférence et aux vertus négatives de notre époque. Je vous souhaite enfin de ne jamais renoncer à la recherche, à l'aventure, à la vie, à l'amour, car la vie est une magnifique aventure et nul de raisonnable ne doit y renoncer sans livrer une rude bataille. Je vous souhaite surtout d'être vous, fiers de l'être et heureux, car le bonheur est notre destin véritable. Allô Nathalie Le Guillanton. Oui, bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, bienvenue au Havre, parce que je crois que vous revenez, enfin il y a quelques mois déjà, mais d'un grand périple à vélo en Bretagne. Oui, c'est ça. En fait, je suis partie en vélo cette année en juin. Et je suis pas partie directement du Havre en Bretagne. J'ai fait tout un détour. Je suis passée par le centre, c'est-à-dire que j'ai été du côté de Chartres par là pour commencer à partir en Bretagne du Havre. Donc c'était pas la route la plus directe. Non, oui. Mais bon, en même temps, il y avait plein d'escales et plein de rencontres aussi sur la route. Donc c'était, pour moi, il y avait déjà du lien, il y avait déjà des rendez-vous et voilà. Donc. Parce que vous y étiez déjà allé en 2014, c'est ça ? Alors en 2014, je suis allée effectivement en Bretagne. Oui. Mais bon, en fait, à chaque année, les rendez-vous et les rencontres se multiplient. Les gens sont d'ailleurs, oui, bougent ou sont plus dans d'autres régions et du coup, ça crée des connexions différentes et du coup, on va dire que mon voyage s'étend et fait tache d'huile, quoi. Il arrive toujours à rayonner un peu plus que au début je faisais des routes très précises et puis maintenant ça s'étale un peu plus, quoi. Ça oui, fait des alentours, on va dire, quoi. Ah, c'est ça. Toujours, oui. Il y a toujours des rencontres supplémentaires. Oui. Vous pariez sur la spontanéité des rencontres. Oui, moi je parle beaucoup sur la spontanéité des rencontres, je parle beaucoup sur... En fait, je lance un petit peu des... Comment ça s'appelle ? Je lance des invitations, je lance des propositions, je sème. C'est ça, il faut préciser que vous êtes chanteuse et clown. Alors, je suis chanteuse, je suis clown, je pars avec mon vélo et donc c'est vrai qu'il y a 10 ans, bon, ça se fait depuis toujours ça, mais c'est vrai qu'il y a 10 ans, aujourd'hui le vélo maintenant, voilà, ça le vend en poupe et c'est très bien. Et il y a beaucoup de cyclistes et il y a beaucoup de gens qui ont plein de projets multiformes sur les routes et ça c'est génial. Mais à ce moment-là, en tout cas, c'était pas autant. Oui. Dire.
Et du coup, c'est vrai que ça interpellait. Donc, il y a eu beaucoup d'intérêt. Il y a eu beaucoup d'intérêt. Et puis, j'ai été beaucoup soutenue aussi. Il y a eu Mélo, la compagnie, association qui soutient tous ces projets. Oui. C'est aussi des gens, c'est aussi de l'énergie, c'est aussi des gens qui croient, c'est aussi des gens qui rêvent avec moi. C'est ça. Et qui portent aussi les choses. Donc, il y a eu il y a eu une belle énergie de début là, qui a vraiment tout allumé en fait. Oui. Et qui a permis de générer derrière tous ces voyages, parce que c'est vrai que s'il n'y avait pas eu toutes ces personnes qui ont aidé, qui ont soutenu, qui ont permis d'ouvrir cette route nouvelle, parce que voilà, il fallait l'inventer en fait, il fallait inventer tout. C'est ça. Et donc ça c'était formidable, parce que l'énergie elle était là, et l'envie elle était là, et voilà, les choses se sont passées vraiment bien. Oui. Je crois que vous avez fait plus de 1000 kilomètres, vous êtes allé jusqu'à Brest, là-bas, au fin fond de la Bretagne. Je suis allée jusqu'au bout du Finistère, donc voilà, la région de Chartres, j'en ai parlé, la région de Mans, la région de Nogent-de-Rotrou, je suis passée en Mayenne, après je suis passée dans la région de Rennes, et puis après j'ai continué sur le centre-Bretagne, j'ai traversé jusqu'à Brest, puis après c'est ça. Bon, je commence à avoir pas mal de réseaux du côté du Finistère, donc du coup j'ai pas mal tourné du côté du Finistère aussi. Il y a beaucoup de cafés associatifs, il y a beaucoup de cafés de pays, il y a beaucoup d'accueil chez l'habitant. Donc je commence aussi à avoir pas mal de réseaux là-bas. C'est tout à fait sympathique. Oui. Ah oui. Et puis la Bretagne, c'est une terre d'accueil en fait. Il y a vraiment beaucoup de choses et beaucoup de projets, beaucoup de gens qui bougent et qui ont envie de la rencontre aussi. Donc il y a des moments, c'est formidable quoi. Je crois que vous avez rencontré aussi une compagnie de circassiens. Oui, alors en fait, je les ai rencontrés déjà il y a un petit moment. Enfin, c'est surtout Tabea Tidowski que j'ai rencontré de la compagnie Fata Morgana. Qui est une compagnie qui est en Bretagne. Et on s'est rencontrés une rencontre des arts de la rue. C'était, je crois, en Bretagne d'ailleurs. C'était à Lorient. Et en fait, on a bien accroché ensemble. On a beaucoup suivi nos travaux de l'une et de l'autre, et puis on a eu envie de se rencontrer plus, et puis on a travaillé ensemble. Donc ça fait c'est la 3e année que je participe à cette tournée en bateau. Troisième année où on part sur la Vilaine et où on part en bateau. Donc c'est un spectacle qui s'appelle La Nef des Fous. C'est parti d'après un tableau de Jérôme Bosch. C'est ça. Et en fait, on partait du principe qu'on était des fous et qu'on avait été livrés sur un bateau et qu'on partait à la dérive. Et ce spectacle est magnifique. Il y a vraiment des marionnettes, il y a de la musique, il y a du cirque, il y a du trapèze, il y a beaucoup de disciplines, il y a de la danse. Il y a du chant. Moi, je chante beaucoup dans ce spectacle, et voilà, je participe aussi aux marionnettes. Je participe. C'était une vie de groupe et une vie de compagnie pendant un mois sur l'eau, quoi. C'était vraiment. Donc ça, c'était. En fait, quand je suis partie du Havre, j'étais rejointe la compagnie en bateau. Et puis après, j'ai embarqué avec la compagnie en bateau et on est parti sur la rivière pendant un mois. On a pas mal voyagé, surtout dans la région autour de Rennes, Saint-Martin-sur-Oust, Sainte-Anne-sur-Vilaine, sur la Vilaine beaucoup. C'est ça, d'accord. Voilà, et puis on a fait des présentations, on a joué une bonne dizaine de fois cet été. Ah oui. Parlez-nous un petit peu de votre formation, parce que vous avez appris le théâtre, le chant, vous avez une formation d'artiste. Alors en fait, je ne suis pas d'une famille d'artistes, donc effectivement, j'ai un petit peu inventé la route, et il a fallu vraiment que des fois je
comment dire, je cherchais toujours les infos. À chaque fois que j'avais envie. Bon, à l'époque, oui. En fait, c'est marrant quand on parle comme ça. Ça nous vieillit d'un coup. Mais en même temps, c'est vrai que j'ai eu la chance dans mon collège, oui. À l'époque, d'accueillir un chanteur qui s'appelle Christian Dante, oui. qui a créé l'école de la chanson à Nanterre. Oui. Avec Luce Klein, avec Daniel Pachenko, avec David Gis, enfin voilà, avec tout un tas de monde. Oui. Et en fait, à l'époque, ce monsieur est venu chanter dans mon école, et quand il est venu chanter dans mon école, j'ai écouté le spectacle, mais alors vraiment j'étais super touchée, et j'ai dit c'est ça que je veux faire. Donc c'était évident. Oui, oui. Donc j'avais déjà, je sais pas moi, en collège, j'étais en quelle classe? J'étais en 5e, 4e, 3e, je sais pas, en 14, oui. Bon bref, en tout cas, c'est évident. C'était évident, c'était ça. Donc je ne sais pas si je suis idée fixe, mais en tout cas, ça m'a bien tenue, et j'ai su que c'était le chemin. Enfin, j'ai su que c'était ça, parce que déjà, j'avais tellement d'envie de chanter, chaque fois qu'il y avait une chorale, je sais pas, il y avait quelque chose qui se mettait en place, j'étais toujours heureuse de chanter. Oui. Donc voilà, c'était vraiment mon outil de prédilection, et ça je l'ai su très tôt. Oui. Donc voilà, après toutes les formations qui se sont présentées à moi, donc à l'époque, pour parler de l'époque, à ce moment-là, il y avait tous les centres de CLEC et tout ça, donc il y avait énormément de choix, énormément d'opportunités culturelles. Oui. Donc du coup, j'ai bénéficié de beaucoup d'apports de cette période. C'est ça. Et puis après mon idée, puisque mon idée fixe était toujours là, c'était d'aller à Paris pour faire cette école de la chanson à Nanterre. Donc voilà. c'est né très tôt. Oui. Et je l'ai faite cette école. Ah. Je l'ai faite cette école beaucoup plus tard, mais je l'ai faite évidemment, parce qu'il a fallu que le temps passe. Oui. Et puis suite à cette école, enfin en même temps j'étais à Paris, donc ça je suis arrivée à Paris dans les années 80, donc j'ai fait l'école de la chanson de Nanterre, donc qui est devenue après les ACP, les ateliers chansons de Paris, qui sont maintenant dans le 20e je crois, avec les anciens de l'école, donc c'est assez marrant comment les choses bougent. Oui. Et puis j'ai fait aussi une expérience particulière, puisque j'ai été formée au théâtre du Fil. Le théâtre du Fil, c'est un théâtre particulier, puisque c'est un théâtre qui, à l'époque, dans les années Mitterrand, était un théâtre qui faisait de la réinsertion sociale. Oui. C'est-à-dire qu'il y avait des metteurs en scène qui travaillaient avec nous, il y avait des comédiens professionnels, et nous on était les jeunes en formation. Oui. Donc voilà, donc il y avait un métissage de jeunes, c'est-à-dire qu'il y avait des jeunes qui avaient vraiment des grosses difficultés, c'est-à-dire qui étaient placés par mesure judiciaire, donc qui avaient vraiment fait des grosses conneries, des jeunes. Hein. Et puis il y avait des gens un peu comme moi qui étaient un peu mélangés, qui avaient envie de faire du spectacle et puis qui se retrouvaient mélangés. Donc c'était toute une population, c'était de la réinsertion sociale, et en même temps c'était aussi toute une découverte artistique par le biais du théâtre. Oui. Et du coup, en fait, c'était une compagnie de très tôt, parce qu'on vivait vraiment, on avait des lieux, on avait des locaux, puisqu'on bénéficiait à la fois d'espaces et de locaux, puisque ça jouait sur 2 ministères, le ministère de la Justice et le ministère de la Culture. Oui. Donc, ça donnait des opportunités de travail, puisqu'on avait beaucoup et en fait, moi, j'ai vécu 4 ans pleins de compagnie avec le théâtre du Fil. Donc, j'ai vraiment appris la vie de la compagnie là-bas. On a joué dans toute la France. Oui. À l'époque, on a joué aussi à Avignon, mais à Avignon, on n'allait pas au Palais des Papes, on allait jouer dans les cités. Oui. Et on se faisait accueillir avec des sauts de patates avec des lancers de patates et des sauts de flotte des balcons. Ouais. Mais en fait, la mixité de notre groupe, et la mixité à la fois culturelle et la mixité sociale de notre groupe, faisait que, en fait, très vite, les gens venaient voir ce qu'on faisait quand même. Et puis voilà, on jouait Molière, on jouait les Fourberies Scapin, on jouait Shakespeare, on jouait tout ça. Ouais. Et on avait des moyens techniques, on avait des moyens, à l'époque, on avait vraiment beaucoup de moyens. Donc, on a vraiment vécu des grosses tournées. Avec, on était des bonnes vingtaines de personnes. Et voilà, c'était vraiment la vie de la troupe, quoi. Donc ça, j'ai vécu ça pendant 4 ans. Après, j'ai repris ma route un peu, et je suis repartie sur Paris. J'ai fait l'école de mime. J'ai fait l'école de mime Magénia.
Oui. Bon, voilà, parce que je sentais que j'avais besoin de travailler aussi le physique, le corps. J'ai fait une école de danse qui s'appelle Free Dance Song. Je ne sais pas si elle existe toujours. C'était Rolia Stone qui était un petit peu l'initiatrice de cette école. Rolia Stone. Et puis il y avait aussi Free Dance Song, l'école de mime. Et puis j'ai repris beaucoup de cours de chant. Parce que je savais que j'avais déjà rencontré ma première prof de chant, Jeanne Dubois, qui était une chanteuse d'opéra, mais voilà, qui avait une belle technique de voix, et j'ai travaillé pendant 10 ans avec elle. J'ai passé un an à respirer sur le dos au sol. Et puis j'ai fait aussi des études à la fac. À la fac de Paris Saint-Denis, là, je ne sais plus comment elle s'appelle, le numéro. Voilà, où j'ai travaillé avec des gens, j'ai fait une licence d'histoire de l'art, quoi. Donc, Bon, ça c'était un petit peu pour rentrer, voilà. Mais en fait, ce qui m'a surtout plu, c'est toutes les choses pratiques, c'est-à-dire les choses du comment dire, de pratiquer, quoi, pratiquer cette artistique-là, parce que c'est vrai qu'après on peut lire beaucoup, on peut apprendre beaucoup. Bien sûr. Toute sa culture personnelle, mais la fac, tout ça c'est bien, mais voilà, à la fac c'est bien, il y avait beaucoup de cours pratiques aussi. J'ai fait beaucoup de chant à la fac. Alors vous dites pratiquer, oui, mais c'est aussi aller à la rencontre des publics. C'est par exemple, vous avez créé le... Bien sûr. Mais en même temps, il y a tout un truc. Enfin, moi, j'ai passé beaucoup d'années à pratiquer et à me former. Oui. Et après, et en fait, quand j'ai commencé, je crois que c'est dans les années 90. Bon, ça faisait déjà un petit moment que je travaillais. Oui. Ça faisait 10 ans déjà que je travaillais sur les formations, que je me formais à tas de choses. Et en fait, quand on commence plus à s'observer, disons que ce qui s'est passé par rapport au chant, clairement, c'est qu'un jour, j'ai chanté en spectacle et je sentais que j'étais plus dans l'observation de ce que je chantais. C'est-à-dire que quand on est dans les formations et quand on est dans les cours, on a une espèce d'étude de soi-même tout le temps en introspection pour regarder comment ça se passe la voix, comment elle sort, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est bon, une espèce d'étude comme ça. Mais en fait, quand tout ça commence il y a eu une vitre, à un moment donné, j'étais vraiment en connexion avec les gens, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus, cette histoire de regard intérieur pour observer comment j'étais là, et j'étais avec les gens, et tout s'est un petit peu effrité comme un miroir, et donc du coup j'étais en connexion vraiment avec le public, et à partir de ce moment-là, les choses ont changé pour moi. C'est-à-dire que j'ai vu que je suis passée à une autre étape de mon travail, et la connexion en public, ça fait déjà c'est intéressant. Est-ce que c'est dans la foulée que vous avez créé les Caracoquettes? Alors, les Caracoquettes, c'est venu beaucoup plus tard. C'est venu dans les années 2000, là. Oui. Et alors les Caracoquettes, c'était une rencontre avec Christine Lecomte. On a monté cet assaut Méli-Mélo. C'est comme ça que la compagnie, elle a vu le jour au début, tout au début. Et puis après, on a fait beaucoup de... Christine, elle est très... elle a fait beaucoup d'ateliers pour les enfants, plastiques. Et moi, j'étais beaucoup sur des ateliers musicaux pour les enfants. J'ai beaucoup travaillé dans la petite enfance aussi. Je fais beaucoup d'événements musicaux à l'époque où il n'y avait pas encore grand-chose, on va dire. J'ai travaillé énormément dans la petite enfance. J'ai fait beaucoup de spectacles petite enfance à ce moment-là. Et donc, du coup, on s'est connectés. On a très vite vu qu'on aimait beaucoup et la fantaisie, et le clown, et le chant. Et on a décidé de monter le duo, les Caracoquettes. On a joué beaucoup dans ces années-là. On a joué pendant peut-être une petite dizaine d'années. Bon, pas tout le temps, mais c'était épistolaire, mais ça jouait. Et puis le 14 février, qui est le jour des amoureux, puisqu'on fait un spectacle sur l'amour, les Caracoquettes, on continue avec nos petites tenues de fluo et nos petites histoires amoureuses. On continue à le jouer. Donc le 14 février, guettez les réseaux sociaux, encore que les réseaux sociaux, je suis moins sur les réseaux sociaux, mais guettez vos boîtes mail si vous êtes en connexion avec moi. Oui, on prend rendez-vous. Un petit message
sur les Caracoquettes le 14 février. Voilà. Et donc du coup c'est vrai que ça c'était une expérience aussi de spectacle vivant et très musicalement intéressante dans la connexion, parce qu'on est beaucoup en connexion avec le public dans ce spectacle. C'est ça. Et ça m'intéresse bien vraiment, sûr, bien vraiment sûr. beaucoup. Mais je crois que ça intéresse les publics aussi, que l'on s'adresse à lui vraiment, dans une sorte de communication. Oui, c'est ça. De toute façon, oui. Et puis avec le clown, quand j'ai commencé le travail du clown en 99, moi. Oui. Donc, je suis à l'initiative aussi de cette association qui s'appelle l'association Clown Up. Oui. Puisque nous étions à l'époque, on était, avant c'était la Suisse, Théodora, etc. Enfin bon, il y a eu toute une histoire de clown à l'hôpital, mais à Wavre avec. Oui. Qui s'est montée. Et donc Clown Up, nous sommes les fondatrices avec Véronique Abnel, Isabelle Lemété, Cédric Manoury, Oui. et puis Brigitte Estrier aussi, Oui. de cette création d'association, et qui existe toujours d'ailleurs au Havre ou à l'hôpital. Le clown à l'hôpital existe toujours. Oui. Et voilà. Et à partir de ce moment-là, alors que j'étais pas, en 99, donc j'ai commencé mes formations. Bon, j'étais déjà dans le théâtre, je faisais des interventions à l'hôpital, mais en théâtre, en personnage, j'étais un petit peu masquée, j'intervenais. Oui. Et en fait, quand cette formation clown, c'était pas la formation Clown Up, c'était la formation Docteur Rêve, là, Docteur Clown, là. Quand j'ai fait cette formation, à partir de ce moment-là, le clown, il m'a un petit peu obsédée, et là, j'étais assoiffée de découvrir vraiment ce qu'était le clown. Donc depuis en fait 99, oui. je suis vraiment intéressée par le clown à fond. Oui. Et toutes les formations que j'ai eu l'opportunité de suivre depuis cette année-là, j'ai pas hésité une seconde, et je continue d'ailleurs à travailler. Je continue toujours à la fois je donne des stages aujourd'hui, mais j'en prends, je continue à en prendre parce que je trouve que c'est toujours intéressant de revenir sur les fondamentaux du clown. Voilà. Et vous préparez d'ailleurs un festival de clown? Non, je ne prépare pas un festival de clown, mais par contre, je suis à l'écoute de tous les festivals de clown existants, pour justement présenter un travail que j'ai mis 4 années à sortir, à réaliser. Oui. Parce qu'en fait, le clown pour moi, j'ai vu tout un spectre possible du clown, c'est énorme. Il y a différents clowns, il y a autant de clowns qu'il y a de gens. Oui. Et en même temps, voilà, on a aussi autant de façons de l'aborder et autant de techniques différentes. Et en fait, moi, quand j'ai rencontré la méthode d'Éric Blouet, qui est un clown qui est très, qui a fait beaucoup de disciples maintenant, et qui a beaucoup, après j'ai travaillé avec Carole Tallet, Francis Farison et puis plein d'autres. En fait, c'est en fait pour moi, c'est faire jaillir de rien l'émergence et faire exister, et ne pas zapper. Faire vraiment les choses, et pour moi ça, ce clown-là, il est intéressant parce que et en fait, avec tout ce que j'ai appris dans le jeu, avec tout ce que j'ai appris comme outil, tout ce que j'ai appris précédemment, puisque j'avais pas fait du clown depuis 99, et j'ai rencontré en 2005, donc ça fait 6 ans plus tard. Je me suis dit, c'est ça, si un jour je monte un spectacle, si je monte une écriture plateau, c'est par là. C'est par ce travail-là que j'ai envie que ça sorte, c'est-à-dire que ça soit les tripes, et que ça soit pas une idée comme ça que j'ai envie de faire un spectacle, de monter un spectacle, que ça vienne vraiment de moi et de toutes ces impros, de tout ce qui sort de ça, de tout ce qui sort de mes cellules, de mon corps, de mon esprit, de cette façon-là, pour pouvoir justement qu'est-ce que ça raconte tout ça, et qu'est-ce que ça raconte, et qu'est-ce que ça peut raconter au-delà de moi. Et du coup, ça a été super intéressant comme expérience. Ça a duré 4 ans, et donc j'étais en binôme avec une autre clown qui s'appelle Carmen Pintou, et on partait en résidence régulièrement tous les trimestres, et donc on avait fait un stage d'écriture de solo au préalable en fin 2017, et en fait
c'était même en 2016, parce qu'en 2020, en fait, le solo est sorti, j'ai joué à Paris au Shakiraï, ma première de mon solo, et depuis, il a joué un peu, il a joué très peu et trop peu. Donc là, en fait, je vais repartir en vélo certainement là en 2024. Oui. Avec ce nouveau projet qui n'est pas un nouveau projet puisque c'est un projet qui est déjà existant, mais je vais réactiver ce seul en scène de clown. Oui. Parce que c'est vraiment quelque chose, à la fois au niveau de l'écriture a été très loin, j'ai été très loin dans cette écriture-là, et le jeu aussi, et j'ai vraiment envie de le donner. Je comprends. Le faire vivre, quoi. Dites, on pourrait terminer notre entretien par l'évocation d'Angèle. C'était une jolie opération, ça. Oui, alors c'est vrai qu'Angèle, c'est une belle histoire. Angèle, ce qui s'est passé, c'est que dans mon premier voyage à vélo, c'est-à-dire en 2013, je suis remontée. Alors, j'étais pas remontée de ce voyage-là en vélo, j'étais remontée en train. Et quand j'ai traversé Paris en train avec tout mon équipage, parce qu'il faut quand même savoir que j'ai mon vélo, j'ai ma remorque derrière qui était chargée à ras-bord. Aïe. Donc du coup, j'étais sur le boulevard Magenta, celui qui monte à Barbès-Rochechouart, là, le grand boulevard. D'un côté, il y a la gare de l'Est, de l'autre côté, il y a le marché, je sais plus quoi, là. Et donc du coup, je vois sur le trottoir des gamins qui jouent, alors c'était vraiment digne d'une photo de Doineau. C'était des gamins qui jouaient avec des grandes ailes blanches. Oui. Et ils jouaient à se courir les uns après les autres. Oui. Et de temps en temps, ils jetaient les ailes par terre, ils riaient, ils criaient, ils se couraient après, ils les flanquaient par terre. Et je voyais ça, mais je me disais, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc, j'ai arrêté, j'ai regardé les enfants un moment. Et puis, une fois, ils ont jeté les ailes, ils les ont abandonnées sur le trottoir. Oui. Alors là, j'ai dit non, c'est pas possible, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Je vais aller voir plus près. Donc j'ai traversé le boulevard Magenta avec mon équipement. Donc traverser le boulevard Magenta, il y a 4 voies quand même. Donc voilà, avec mon vélo, qui fait quand même, je sais pas moi, 3 mètres de long. Donc j'ai traversé, et puis arrivé à la hauteur des ailes sur le trottoir, je dis mais je peux pas les laisser là, faut que je les emmène. Oui. Et c'est pourquoi vous avez traversé la ville du Havre avec ses ailes en ange. En fait, là, j'étais encore à Paris. Je changeais seulement de train, là. Voilà, c'est ça. Mais après, voilà ce que vous avez fait pendant 2 ans. Après, j'ai pris le train pour le Havre, toujours avec mon vélo. Voilà. Et puis, j'avais mis les ailes dessus. Et puis, voilà, ils sont restés 7 ans dans un placard. Oui, voilà. Et puis, pendant le confinement, je ne sais pas pourquoi, des fois, il y a des choses qui se passent qui sont assez étonnantes. J'ai repensé à ces ailes. Oui. Et je me suis dit, faut que je les voie. Quand je les ai vues, je me suis dit, bon, elles ont pris un petit coup de fatigue, là, il faut que je les ravive. Oui. Et puis, j'ai eu vraiment envie de faire traverser ce personnage dans la ville, c'est-à-dire ce personnage ailé, qui s'appelle Angèle, qui était un personnage silencieux. Après tout ce qu'on avait vécu avec le confinement et avec cet enfermement chacun chez soi, etc., de pouvoir ressortir, de traverser, d'ailleurs même c'était marrant, parce c'était marrant, si on peut dire, il y avait le couvre-feu et tout ça, pas le couvre-feu, mais on devait rentrer Oui. Et donc Angèle sortait, et en fait il y avait plein d'interrogations, il y avait une espèce de... Angèle, elle parlait pas, elle était silencieuse, elle disait juste aux gens, elle avait une espèce de parchemin, donc qu'elle déroulait, pour dire aux gens comment allez-vous, voilà, je sors depuis telle date, voilà, j'ai envie de vous rencontrer, si vous avez envie de m'écrire, si vous avez envie de m'envoyer un message, si vous avez envie de m'envoyer des photos, faites-le, et puis bon, je donnais les contacts, et bon, voilà, ça se passe, et donc j'ai un maximum d'informations, et quand j'enlevais les ailes, parce que j'allais du rond-point jusqu'à la mer, le projet s'appelait Angèle du rond-point à la mer, donc je me préparais dans le parc de l'ancien conservatoire, là, je sais plus comment il s'appelle, et puis j'allais tout droit jusqu'à la mer ensuite, et donc du coup quand j'arrivais vraiment du côté au bout de la mer, je regardais, j'avais un regard périphérique, là je regardais la mer, toujours en silence, puis quand j'enlevais les ailes, les gens pouvaient me parler. Donc là il y a eu plein d'interviews aussi, il y a des gens qui m'ont suivi, il y a des gens qui bon, il y avait un Facebook, tout ça, donc évidemment il y avait beaucoup d'interrogations, il y a beaucoup d'interactions, et j'ai énormément de matière sur ce personnage
suis à la fois interpellée, à la fois interloquée. Il y avait des gens qui me croisaient, qui faisaient le signe de croix. Il y avait des gens qui me voyaient, qui avaient des sourires, un large sourire, qui disaient « Oh, depuis tout ce temps qu'on fait plus rien, qu'on voit plus rien, qu'on voit plus de spectacle. Mais franchement, ça fait du bien de vous voir. » Ah oui, oui, oui. En direct. Oui, oui, oui. C'était une vision assez magique, poétique. Complètement, une vision totalement... Et puis les gens étaient surpris parce que c'était pas du tout un truc prévu, c'était pas un spectacle, on y va à telle heure, etc. Il y avait des gens qui criaient des voitures. Oui. L'ange, Gabriel, enfin, il y avait droit à tout, quoi. Oui, c'est ça, c'est ça. Oui. Il y avait aussi des gens très agressifs, c'est-à-dire que, en fait, ils étaient le reflet de ce que les gens aspiraient, en fait. Oui, voilà. Les gens qui étaient très mal... Oui. les gens qui étaient très très mal, et ben, ils renvoyaient quelque chose, ils étaient très agressifs avec moi et c'était très dur des fois aussi. Oui. Angèle, il fallait que je sois en forme pour la sortir. Oui. Et puis les gens qui étaient très... mais vraiment, ils étaient envahis d'une magie, les enfants aussi parfois, mais c'était génial, quoi. Dans leurs yeux, ça brillait, ça pétillait, c'était trop beau, voilà, quoi. voilà. Mais il y avait un monsieur, une fois, bon, moi je ne l'ai pas revu, je l'ai vu qu'une fois sur la route, qui disait « Oh, mais qu'est-ce que vous faites? Vous faites de la réclame !» Et donc, en fait, comme je ne parlais pas, donc je faisais des signes quand même, je disais oui ou non. Et en fait, il disait « Oh, bah repassez demain, je vous donnerai quelque chose. » Il y a un monsieur aussi qui m'a couru derrière avec un billet de 5 €, qui voulait absolument me donner des sous. Il y avait des gens qui regardaient, qui ne comprenaient pas. Mais on était tellement dans une période où on ne comprenait rien. C'est ça. Eh bien, vous avez dit au public, bienvenue dans la vie, bienvenue dans l'art, bienvenue dans la beauté. Oui, voilà. C'est ça. Nathalie Le Guillanton. On va être obligé d'arrêter notre entretien, mais je vous écouterai encore pendant des heures. C'est passionnant, passionnant. Alors attendez, on va se donner rendez-vous le 14 février. On va se donner rendez-vous peut-être aussi, vous faire des propositions s'il y a des gens qui ont envie de vous recevoir pour le festival de clowns, peut-être. Bien sûr. Alors, il y a le festival de clowns, il y a aussi Nathalie en spectacle, c'est-à-dire c'est un spectacle, c'est du chant et c'est une bascule dans le concert. En fait, il y a plusieurs propositions. C'est ça. Donnez donc vos coordonnées pour que les gens vous contactent. Alors, les coordonnées, c'est surtout par mail que je fonctionne ou par téléphone. Entendu. Donc, le mail, c'est le.guillanton, G-U-I-2-L-A-N-T-O-N, oui. Nathalie@gmail.com et le téléphone, c'est le 06 22 86 17 26. Eh bien, Nathalie, voilà. Nathalie, un grand merci. Je suis désolé d'être obligé d'arrêter. Viva Culture. Mais pas de problème. Viva Culture. Voilà, c'est ça. Exactement, Nathalie. Un grand merci. Merci beaucoup. Au revoir, Nathalie. Donc, à bientôt. À bientôt. Au revoir. Toujours il marche, a souvent des ratés, des marches accidentées. C'est son air singulier. Il vient d'on ne sait où, nous surprend malgré nous d'un excès de folie qui hante son esprit. Sa danse irrégulière, son fil imaginaire retient notre attention et nous donne le frisson. Il file sa quenouille, perdu loin des regards. Il en oublie sa trouille, du bruit au
migratoire, propulsé dans les airs d'une étoile à l'envers, s'étale sur tous les mots au milieu du chaos. Au creux de la tempête, son nez de trouble fait s'allume tel le phare au jour de grand bazar, quand lui prend la tristesse d'un manège de 100 pompons. Il cueille la tendresse à fleur de béton. Son corps est une plume debout face à l'enclume. De quelle guerre revient-on quand on perd la raison? De quelle guerre revient-on quand on perd la raison? Vous venez d'entendre Viva Culture, une émission proposée par l'association Maison de la Culture du Havre, présentée par Isabelle Royer, réalisée par Mathieu Le Chevalier. À notre agenda culturel, notez un rendez-vous le 1er février à 9h au Volcan. Il s'agit de Métamorphose, un rendez-vous annuel de réflexion et de partage autour de l'art dans la ville. Ceci fait partie d'un été au Havre, jusqu'à 4h30. Puis, pour nous, cherchez notre journal, lisez-le, distribuez-le autour de vous, et puis surtout rejoignez-nous, adhérez, réadhérez. Nous sommes des spectateurs, acteurs. Au revoir, bonne semaine.